Bienvenue au tout nouvel épisode de Parler sans fin, le podcast de Moisson Montréal. Aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir Sylvie Cloutier, présidente directrice générale de la CETAC, et Chantal Vizina, directrice générale à Moisson Montréal. Chantal, Sylvie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Sylvie, c'est pas la première fois que vous venez à Moisson Montréal, là? Non, pas la première fois. Chantal, Sylvie, pouvez-vous nous raconter un peu votre parcours dans l'industrie agroalimentaire, ce qui vous a amené à travailler là-dedans? C'est un peu par accident, pas par accident, mais mon background est plutôt en affaires publiques communication. OK. Et avec le temps, j'ai touché à beaucoup de secteurs. J'ai travaillé au côté politique, j'ai travaillé en consultation. J'ai aussi travaillé à l'Agence spatiale canadienne. Et puis, OK. Étrangement, l'agroalimentaire fait partie beaucoup des expériences canadiennes dans l'espace. Et j'ai été recrutée pour aller au Conseil canadien des distributeurs alimentaires, que j'ai fait pendant quelques années. Et on m'a approché pour travailler du côté de la transformation alimentaire. J'ai tenté ma chance et je suis là depuis plus de 25 ans. Wow. Qui est vraiment un secteur où on s'ennuie jamais. Effectivement. Chantal? Écoute, moi, c'est la vie. La vie. Je suis sortie de l'école il y a de cela quand même plusieurs années. 5 ans. 5 ans? 5 ans. 5 grosses années. Merci, c'est gentil, Kevin. Écoute, mon premier emploi vraiment professionnel quand je suis sortie de l'université, moi, je suis originaire de Québec. Je fais partie de l'équipe qui a ouvert Club Price dans le temps. Wow. Fait que je trahis mon âge un peu. Alors, j'ai ouvert Québec, l'entrepôt sur la rue Bouvier à Québec. Fait que c'est un beau cadeau que la vie m'a fait. Et j'ai grandi pendant 13 années chez Club Price, déménagé, promotion. Tu sais, c'était dans les premières années où on ouvrait beaucoup d'entrepôts. Donc, en tant qu'individu, on avait des chances incroyables de pouvoir grandir au sein de la compagnie. Alors, j'ai fait ça pendant 13 ans. J'ai eu la chance, après ça, d'avoir un assez long congé de maternité pour avoir mes filles. Pendant ce temps-là, je faisais des contrats. Fait que je travaillais un peu dans l'agro, mais tu sais, plus à temps partiel. Et par la suite, on m'a approché pour diriger une organisation à Montréal, un organisme à but non lucratif, mais plus à saveur économique. Ça s'appelait ça s'appelle le Carrefour des industries bioalimentaires de l'île de Montréal, le CIBIM, OK. qui est la table de concertation bioalimentaire. Et je travaillais en collaboration avec les entreprises de transformation alimentaire de Montréal. Fait que tout ça m'a amené éventuellement après ça à Moisson Montréal, donc travailler dans l'agroalimentaire. Sylvie, pour les gens qui connaissent moins là, la CETAC, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi exactement le rôle, son rôle en fait dans l'industrie agroalimentaire? En fait, c'est le Conseil de la transformation alimentaire du Québec. OK. On regroupe à peu près 650 entreprises. Alors, c'est une association qui représente évidemment les intérêts du secteur agroalimentaire. On est aussi le lien entre l'agriculture et la grande distribution. Le CETAC, on travaille sur plusieurs enjeux, plusieurs projets, plusieurs enjeux, surtout au niveau de gouvernemental, réglementaire, parce qu'évidemment, c'est un secteur qui est ultra réglementé. Surtout par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Alors, on est en veille continuelle et perpétuelle de tout ce qui se passe au niveau des gouvernements canadiens, québécois, dans les municipalités et autres. Et évidemment, on a tout le côté promotion, Aliments du Québec, comment s'assurer que nos produits québécois sont rois et maîtres sur nos tablettes au Québec et au Canada. Chantal, Moisson Montréal est connue pour être la plus grande banque alimentaire du Canada. Comment tu décrirais sa mission aujourd'hui dans un contexte d'urgence alimentaire qui est grandissant? Bien, écoute, déjà dans notre mission, il y a le mot approvisionnement, il y a le mot approvisionnement optimal avec nos organismes, avec des solutions durables. Fait que, tu sais, déjà, on est en plein cœur de notre mission chaque jour ici. C'est comment on peut aller chercher le maximum de denrées ou qu'on peut revaloriser le maximum de denrées pour bien desservir nos 292 organismes. Parce que malheureusement, comme vous le savez, les besoins sont toujours grandissants sur le terrain. Donc, ça nous amène à bien réaliser notre mission, mais toujours être en questionnement. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qui on peut approcher? Si on veut faire une innovation, dans quel secteur on veut investir ou on veut se pencher. Donc, c'est vraiment un travail de chaque jour, là.
qu'est-ce qui te motive, toi, personnellement, à diriger une entreprise comme Moisson Montréal? Bien, beaucoup de choses. Tu sais, chaque jour, ici, je vois qu'on peut tous faire une différence. On voit l'impact de notre travail. Tu sais, je pense que si tu poses la question à tous tes collègues, peu importe le secteur, l'entrepôt, en avant, dans les bureaux, je pense que tout le monde sait pourquoi il se lève le matin puis pourquoi il vient ici. Alors déjà, l'impact, c'est motivant incroyablement. Tu sais, ça nous facilite la tâche de se lever le matin. Peut-être pas pour traverser le trafic, pour venir jusqu'ici. Ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire, notre travail, on sait qu'il est valorisé puis il est valorisant. Fait que moi, déjà là, écoute, ma journée est faite. Puis, Moisson Montréal, c'est un monde de possibilités. On a la chance de travailler avec plein de gens, plein de partenaires, donateurs, que ce soit en denrées, en argent, en bénévolat. Donc, on a un réseau, une communauté qui est engagée aussi. Puis, il y a toute la partie de revalorisation, d'innovation qui fait partie de la culture de Moisson Montréal. Donc, d'avoir des idées, c'est permis. De pouvoir les réaliser, c'est assez facile de pouvoir le faire aussi. Donc, écoute, tu as toutes les conditions pour apprécier ton travail. Là, est-ce qu'on peut avoir un scoop sur un nouveau projet d'innovation dont on n'a pas parlé encore ou c'est trop tôt? Bien, écoute, le projet, je te dirais, le plus nouveau qui est vraiment dans le collimateur, c'est un projet de fabrication de craquelins. Alors, c'est à partir de croûtes de pain, comment on peut éventuellement transformer les croûtes de pain pour faire des craquelins. Tout ce qui est denrées sèches. Les produits secs ici, on n'en a pas beaucoup, puis on n'en a pas souvent, parce que la durée de vie de ces produits-là est très grande. Donc, les entreprises vont vraiment essayer de les vendre, les craquelins ou peu importe, les pâtes alimentaires, ces choses-là. Donc, c'est de voir comment un donateur qui nous a approchés, qui a un surplus, qui a des capacités, puis qui est prêt à nous donner une matière première. Alors, comment nous, on peut travailler avec une organisation, un centre de... En fait, on travaille avec un centre de recherche pour faire une analyse, en arriver à développer une recette qui va être produite par un transformateur alimentaire puis qui va donner un produit fini qu'on va pouvoir distribuer. Puis ça, ce projet-là, il est confirmé, là? Il est confirmé, il est en train de se travailler. Wow! On a même eu des échantillons au mois de juin. OK. On attend les prochains, ultimement, cet automne. Ça devrait être un projet pour lequel vous devriez voir apparaître des petites boîtes de craquelins en 2026. Wow! Sylvie, je vous pose la question également. Qu'est-ce qui vous motive là, à diriger une entreprise comme la CETAC? En fait, c'est de voir l'évolution et l'avancement de l'industrie agroalimentaire. C'est le premier secteur manufacturier en importance au Québec et c'est le premier secteur en importance aussi à l'échelle canadienne. Et c'est un secret qui est très bien gardé. On parle beaucoup d'aéronautique ou d'autres secteurs ici, mais vraiment, l'agroalimentaire est au cœur de toutes les municipalités au Québec, est au cœur de toutes les villes. Et c'est de voir sa progression et comment s'impliquer pour assurer la pérennité du secteur, le faire mieux connaître. Et évidemment, on travaille sur des grands enjeux actuellement qui sont très, très d'actualité, que ce soit au niveau de l'environnement, gaspillage alimentaire, etc. Mais les tarifs, l'étiquetage nutritionnel, l'amélioration de l'offre alimentaire. Alors, les défis sont tellement nombreux et grands pour quelqu'un comme moi qui aime s'impliquer et qui aime être occupé, vraiment, le CETAC ne pouvait pas être la meilleure place. C'est les horaires chargés. Très. On a des très, très grosses semaines, tout le monde, en fait. Comment est-ce que vos deux organisations abordent la question du gaspillage alimentaire? Puis concrètement, c'est quoi les solutions que vous mettez en place pour réduire ça? On va commencer avec toi, Chantal. Bien, écoute, pour moi, quand je suis arrivée ici, chez Moisson, venant de l'industrie, connaissant l'industrie, je n'ai pas de l'industrie, pardon, mais connaissant très bien l'industrie agroalimentaire, du moins dans la région métropolitaine, et les différents enjeux, parce que comme Sylvie le dit, moi, je travaillais avec des entrepreneurs à Montréal. C'est sûr que pour moi, la priorité première, là, on ne dit pas ça priorité première, mais disons, en tout cas, la première priorité, on va le dire, oui, c'est une vraie priorité. Quand je suis arrivée, puis on parlait d'approvisionnement, puis que j'ai compris qu'on allait chercher des dons avec des entreprises, etc., qu'on avait des partenariats. Mais pour moi, ce que j'expliquais à l'équipe, c'est qu'il faut que Moisson Montréal travaille en collaboration avec l'industrie agroalimentaire. On ne peut pas juste se fier sur
On a des beaux donateurs, ils sont fidèles, etc. Mais il faut développer l'engagement. Il faut que mon équipe comprenne comment l'industrie fonctionne. Ça fait partie tout de suite du début de les impliquer là-dedans, de leur donner de l'information. Tout de suite, je les ai poussés à s'inscrire. Le Moisson Montréal est membre du CETAC. D'être présent aussi sur différentes organisations ou différents sommets, colloques, peu importe, je leur ai dit, il faut que vous sortiez d'ici. Ça passe beaucoup par l'éducation, en fait. Ça passe par l'éducation, de comprendre le milieu, la transformation, la production aussi. Parce que si on ne connaît pas bien les enjeux des entreprises, c'est difficile après ça de créer des alliances et des partenariats. Parce que quand on connaît les limites d'une entreprise, d'un entrepreneur, on peut avoir une conversation avec cette personne-là pour essayer de trouver des points de convergence. Et je pense que c'est ce qu'on fait de mieux depuis 3 ans, de développer ces points de convergence-là. D'où l'idée aussi, puis ça c'était déjà avant mon arrivée, d'avoir Sylvie sur le conseil d'administration, puis de travailler étroitement avec elle aussi. Sylvie est une grande aide pour nous, mais de faire en sorte que nos gens comprennent mieux l'industrie, puis de créer des liens plus forts. Sylvie? En fait, si je veux revenir au point gaspillage alimentaire, comme tu t'en doutes, les gouvernements et tout le monde, les consommateurs, veulent qu'on réduise le gaspillage. Il y a peu de gaspillage qui se fait au niveau de la transformation alimentaire, ou de moins en moins. Je dirais que tout est récupéré, revalorisé. D'ailleurs, le projet de craquelin de Chantal est une revalorisation de pain ou de croûte de pain. Mais en même temps, les entreprises travaillent fort pour ne pas avoir de gaspillage. Alors, il faut faire attention aussi parce que des aliments qui pourraient être sur le point d'être donnés parce qu'ils seront périmés dans X semaines ou mois, maintenant, on essaie de les récupérer ou de les vendre ou de diminuer la production pour éviter justement d'avoir du gaspillage. Et ça peut avoir un impact négatif sur les banques alimentaires. C'est la raison pour laquelle il faut avoir des alliances stratégiques entre les entreprises, les manufacturiers et moissons pour s'assurer qu'il reste quand même un flot continu d'aliments et de dons qui viennent vers les banques alimentaires. Oui, parce qu'avec l'industrie, j'ajouterais, c'est souvent des surplus, beaucoup plus que du gaspillage. Parce que les entreprises n'ont pas intérêt de faire du gaspillage, c'est des profits qu'ils perdent. C'est ça. Donc, c'est de voir comment ils peuvent, de temps en temps, avoir des surplus dans leur production, puis de s'assurer que ces surplus-là, quand on a des bons partenariats, mais qu'ils s'en viennent ici. Bien, parlant de surplus, est-ce qu'il y a des différences au niveau de la vision que vous avez par rapport au surplus alimentaire en lien avec vos 2 entreprises? Est-ce qu'il y a des différences au niveau de la vision? Bien, je pense pas, parce que, je veux dire, au niveau des entreprises, ils feront pas des surplus juste pour faire des surplus. Donc, quelque part, parce qu'ils doivent contrôler leurs coûts, doivent contrôler leur marge de profit, c'est aussi la rentabilité d'une entreprise. On veut pas que les entreprises tombent au combat demain matin. Ouais. Je veux dire, autant que nous, en tant que consommateurs, quand on veut aller faire nos courses, on veut avoir du choix, on veut être capable d'acheter les produits qu'on désire. Donc, il faut avoir des entreprises dynamiques, innovantes, performantes au Québec. Donc, c'est de voir comment, à travers ce filon-là ou cette philosophie-là, comment nous, on s'insère les banques alimentaires là-dedans. Et s'assurer justement que les surplus, quand il y en a, se rendent automatiquement vers la banque alimentaire. Exact. Maintenant, on est rendu déjà à la question qui tue. Est-ce que vous êtes prête? D'accord. Est-ce qu'on doit avoir peur? Là, si on était à Tout le monde en parle, il y aurait un petit jeu de lumière. Là. Malheureusement, on n'a pas le budget pour ça. C'est quoi la place de la femme présentement dans l'industrie agroalimentaire? Puis comment vous avez vu le rôle, son rôle, en fait, évoluer au cours des dernières années? On va commencer avec toi, Chantal. C'est vraiment une question quiz, hein? Écoute, dans l'industrie agroalimentaire, puis tu me corrigeras, Sylvie, il y a beaucoup de femmes dans l'industrie agroalimentaire. Il y a beaucoup de femmes qui se lancent en affaires en agroalimentaire. Après ça, est-ce qu'elles ont les mêmes chances que les hommes de perdurer? Ça, c'est un autre défi. Parce que souvent, c'est pas l'industrie en tant que telle le défi, mais c'est beaucoup lorsqu'elles ont besoin de financement, d'accompagnement. Donc, c'est là que c'est plus difficile pour les femmes en agroalimentaire, ce que je... Bien, mais ça dépend aussi, tu sais. Moi, je pense qu'il y a des secteurs qui sont plus difficiles pour les femmes que d'autres. Mais si je prends l'industrie agroalimentaire québécoise, 80% des entreprises, c'est des PME
familiale. OK. Et il y a du transfert de génération en génération et on voit beaucoup de femmes tout à coup Ouais. apparaître, remplacer le père, l'oncle. J'en vois autour de la table du CETAC, par exemple, du conseil d'administration. Il y a 25 ans, il y en avait 2. Maintenant, je dirais que 40 de nos administrateurs, c'est des femmes. Alors, j'en vois de plus en plus. Ma présidente actuelle est présidente avec sa sœur. C'est une entreprise familiale. Et je vois avec beaucoup de bonheur l'arrivée de beaucoup de femmes autour de la table et au sein de l'industrie. Puis je pense que ça amène aussi un autre volet Ouais. par rapport justement aux dons, par rapport à la générosité, par rapport à la planification de surplus et autres. Mais il y a encore des secteurs, comme le secteur des viandes, du porc, C'est où ça. c'est majoritairement des hommes, mais je vois quand même des changements arriver tranquillement. Donc, il y a des barrières de financement, en fait. Ben, pas tout le temps, mais c'est quand même des enjeux des fois qui sont soulevés. Mais je suis d'accord avec Sylvie aussi, tout dépendant de la taille. Puis on s'en va vers des années où ça va prendre de la relève dans Oui. l'industrie. Là. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont à risque. Donc, on voit poindre les femmes qui sont intéressées, qui veulent s'impliquer, mais c'est pas facile l'agroalimentaire. Hein? Non. C'est vraiment un secteur, je veux dire, on pense que c'est ludique parce que c'est de la bouffe, parce que c'est cute, mais c'est une industrie qui est pas facile. Les gens travaillent extrêmement fort, la compétition est forte, l'accès au marché est difficile, c'est un combat. Sylvie le mentionnait tantôt, tout le volet réglementaire est exigeant au Québec, au Canada, mais en même temps, ça fait en sorte qu'on a les plus beaux produits, la meilleure qualité, je crois. Donc, tu sais, il y a les deux côtés. Si vous aviez un conseil à donner à une femme qui veut se lancer dans l'industrie agroalimentaire, ça serait quoi, Sylvie? On va Allez-y. commencer avec vous. Allez-y, il y a beaucoup d'appui. Nous, on a créé justement un comité de femmes au sein du CETAC où justement on les appuie avec les programmes de financement parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a des entreprises, des institutions financières qui maintenant ont des programmes spéciaux ou des programmes de financement pour justement des femmes entrepreneurs. Alors, il y a quand même de plus en plus d'appui de toutes sortes. Chantal, toi, ça serait quoi? Ben écoute, les femmes sont quand même très bonnes au niveau des réseaux aussi. Oui. Vont avoir tendance à s'insérer dans des réseaux, aller chercher de l'aide, poser des questions, très curieuses. Fait qu'écoute, moi, je pense qu'il faut y aller. Sylvie, vous êtes très impliquée à Moisson Montréal. Vous siégez sur le conseil d'administration depuis 2021. Oui. Vous êtes la coprésidente du tournoi de golf annuel de Moisson Montréal. On a eu un record d'ailleurs cette année. Exact. Oui. Qu'est-ce qui vous motive à vous engager personnellement, justement, dans la cause de Moisson? En fait, je suis intéressée par la cause d'insécurité alimentaire depuis très longtemps. Je pense qu'au Canada, on ne devrait pas avoir autant de gens qui font appel à des banques alimentaires. C'est un défi et c'est un enjeu qui est de plus en plus criant. Comment est-ce que je peux mettre à profit mon réseau, mes connaissances pour aider justement l'évolution, à évoluer à l'évolution d'un Moisson Montréal? Parce qu'on le disait tout à l'heure, les demandes sont souvent plus fortes que les dons. Et comment est-ce qu'on peut avoir un modèle qui va réussir à passer à travers et à survivre et à continuer à fournir les aliments dont les gens ont besoin. Mais l'industrie alimentaire est un joueur important derrière un réseau comme Moisson Montréal. Exact. Et c'est comment est-ce que je peux, moi, contribuer de façon personnelle et professionnelle à l'évolution d'une organisation comme celle-ci. Chantal, avec la hausse des demandes d'aide alimentaire qui explose là, depuis quelques années, comment est-ce qu'on fait pour maintenir un niveau de qualité des aliments qui sont distribués, sachant que la pression est forte sur le terrain? Écoute, c'est une excellente question. On essaie de donner la meilleure qualité qu'on peut aller récupérer, c'est certain, tu sais. Puis en même temps, mais je pense que on le sait qu'on n'est pas capable de remplir 100% des besoins. On le sait. Fait que on va essayer d'y aller au maximum avec les moyens qu'on a, avec les idées qu'on a, avec le cœur qu'on a.
Mais il reste qu'il faut être très humble là-dedans. Je le sais qu'on ne compte pas 100% des besoins. Tu sais, ce matin, on avait une réunion, justement, puis on se disait, avec les gens de la distribution, notre collègue à la distribution, il dit « Ah, ça me prend plus de fruits et de légumes. » tu sais. Mais ça paraît pas, là, mais dans le mois de septembre jusqu'à maintenant, là, dans tout ce qu'on a donné, on est à 40% de ce qu'on donne, c'est des fruits et des légumes. C'est pas parce qu'on n'en donne pas. Mais à un moment donné, c'est comme infini le besoin. La demande est infinie. Puis en même temps, c'est un beau défi parce que des fruits et des légumes, c'est bon pour la santé aussi. Toutes les communautés culturelles, toutes les personnes, on veut qu'ils en consomment. Mais même à 40% d'approvisionnement, puis là, on parle de centaines de milliers de kilos de denrées, là. Alors, on se dit, bon, on va faire aller nos contacts, on appelle les collègues des autres moissons autour parce qu'il reste que les grandes terres agricoles, ils sont en périphérie, ils ne sont pas sur l'île de Montréal, on va faire des appels. Mais il faut être humble parce que peut-être qu'il n'y aura personne qui va pouvoir nous en donner des fruits ou des légumes à court terme. Oui, là. c'est ça, parce que souvent, c'est en fonction de l'année qu'ils ont eue. Exact. Et cette année, les récoltes, on dit que les fruits et les légumes sont plus petits en raison du manque de pluie depuis 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. Alors, c'est comment est-ce qu'on peut aller chercher un maximum de ce qu'on a par rapport aux récoltes. On est toujours tributaire de la météo, année après année. Alors, il y a des années, il y a des excès. D'autres années, c'est beaucoup plus difficile. Fait qu'il faut rester humble puis il faut continuer. Parlant de défis, est-ce que les nouveaux tarifs douaniers aux États-Unis ont un impact présentement sur les dons, votre façon de fonctionner? C'est quoi l'impact concret sur vos entreprises si on commence avec la CETAC? En fait, je ne connais pas vraiment l'impact sur les dons ici. Mais nous, on a vu un impact au début. Okay. Au début, tout le monde ne voulait pas de produits américains, surtout au niveau des fruits et légumes. Ouais. Fait que là, on a eu un déversement de grandes quantités de fruits et de légumes. Juste préciser, Chantal, donc les organismes refusaient les produits si c'était des Non, produits les américains? consommateurs. Tu sais, Ouais. les consommateurs à l'épicerie, on a tout arrêté d'acheter des produits des États-Unis. Oui. Donc, dans les premières semaines, tous les grands distributeurs alimentaires, eux autres, ils avaient acheté des produits des États-Unis. Là. Les commandes sont passées des semaines et des mois à l'avance. Ouais. Donc, ils se sont retrouvés avec des inventaires qu'ils ne pouvaient pas mettre dans les épiceries parce que les consommateurs n'en voulaient pas. Donc, on a eu une augmentation au niveau des fruits et légumes à court terme pendant quelques semaines. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'impact. OK. Mais il y a eu quand même des impacts pour les entreprises. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a eu des tarifs et des contre-tarifs pendant plusieurs mois. Là, depuis le mois de septembre, il n'y a plus de contre-tarifs. Ouais. Mais par exemple, une entreprise qui fait du canage, nous, l'acier ou l'aluminium vont vers les États-Unis. Alors, il y a des tarifs pour être transformés là-bas et reviennent ici. Puis, il y avait des contre-tarifs. Alors, évidemment, pour une canne de petits pois, des tarifs et des contre-tarifs, ça devient Ça coûte cher, là. extrêmement coûteux pour des produits de commodité comme ceux-là. Alors oui, il y a eu des impacts, puis je ne sais pas si ça aura un impact aussi. Peut-être sur qu'on le les verra dons en un plus peu long tard, terme pour c'est ça. l'instant. Ouais. À court terme, je ne peux pas répondre là-dessus. On a vu l'impact vraiment des fruits et légumes au début pour les distributeurs, mais pour l'instant, pour les produits, plus de canage. Mais est-ce que ce boom-là que ça a créé, en fait, de fruits et légumes, est-ce que ça a créé des attentes, en fait, envers les organismes qui ont fait « Hey, là, c'est vraiment le fun, ça rentre et tout ça », puis là, à un moment donné, ils ont vu que vous ne pouviez pas comme maintenir cette cadence-là? Bien, ils comprennent aussi, les organismes. Tu sais, ils le savent. On fait des rencontres avec des grands échanges 2 fois par année. On a 4 personnes dans les relations communautaires, donc ils se promènent dans les organismes. On envoie des communications régulièrement. C'est juste qu'ils étaient extrêmement contents parce que là, c'était vraiment de l'abondance avec de la qualité. Mais à un moment donné, ils le savent que chez Moisson Montréal, on donne ce qu'on reçoit. On fait pratiquement pas d'achat de denrées. Alors, à un moment donné, on fait avec ce qu'on a. Ouais. En terminant, parce que toute bonne chose a une fin, c'est quoi les grands défis que vous voyez pour le secteur agroalimentaire pour les prochaines années? On va commencer avec vous, Sylvie. Je dirais maintenir la cadence, avoir une meilleure chaîne d'approvisionnement, beaucoup plus solide. Les tarifs, en fait, on a eu des grands défis dans les dernières années, en commençant avec la COVID, par exemple. Et là, maintenant, avec les tarifs où on se dit qu'il faut s'approvisionner dans les intrants et dans l'approvisionnement de base de plus en plus au Québec et au Canada. Alors, ça va être de rebâtir des chaînes d'approvisionnement en fonction de nouvelles réalités qu'on a vécues dans les dernières années.
Chantal? Et que dire? Tu sais, plus la chaîne va être renforcée, plus tous les maillons vont être forts de la chaîne bioalimentaire, c'est sûr que nous, ça va nous aider au niveau des banques alimentaires parce que ça devient plus facile à ce moment-là de demander des surplus ou de créer des liens avec les entreprises. Fait que comme je l'ai mentionné tantôt, il faut que l'industrie agroalimentaire, dans tous les sens, pour toutes les spécialités, soit forte. Non seulement pour les banques alimentaires, mais aussi pour nous nourrir en tant que consommateurs. Puis plus on va être capable de produire ici localement, au niveau du pays, province, bref, tu sais, je ne veux pas faire de partisanerie, mais plus on a aussi, on atteint peut-être un peu mieux notre souveraineté alimentaire aussi quelque part. Là. Oui. Alors, tout ça, c'est extrêmement important. Puis l'industrie est très imbriquée. Hein? Tous les maillons sont imbriqués, puis ils ont besoin l'un de l'autre. Fait que moi, je souhaite une industrie forte pour pouvoir nous accompagner dans nos nombreux défis. Atteindre notre souveraineté alimentaire. J'adore ça. Bien, c'est une réalité. Il ne faut pas juste en parler, il faut le réaliser. C'est un beau concept. Vraiment. Mais les défis sont encore plus importants pour les moissons. Oui, parce que l'industrie va toujours va aller de plus en plus vers une performance, créera pas des surplus inutilement. Donc, il va falloir qu'on soit encore plus innovant, regarder comment on peut mieux s'approvisionner à même ce maillon-là, mais en innovant constamment. Il faut être innovant. On n'a pas le choix. Il faut trouver une façon de récupérer des denrées qui sont peut-être moins nobles, mais que nous, on peut revaloriser, puis après ça, en faire bénéficier les gens dans le besoin. Chantal, merci beaucoup. Merci, Kevin. Sylvie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça ferait plaisir. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Parler sans fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se revoit très bientôt.